Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette 4e vidéo qui parle de comment il semble intéressant de procéder pour que le cerveau enregistre au mieux les informations. Donc, je répète, qui parle de comment il semble, pour les neuroscientifiques en tous les cas, intéressant de procéder pour que le cerveau mémorise au mieux les informations. Mais auparavant, juste une petite parenthèse sur ce que nous avons vu pendant la dernière vidéo concernant les peurs ou les freins qui pourraient se révéler comme des auto-saboteurs. Donc prenons l'exemple d'une personne qui aimerait exposer ses idées, s'exprimer, mais de peur de la réaction des autres, de leur critique qui pourrait la blesser. Comme personne ne veut se blesser, ni physiquement ni psychologiquement. Alors finalement, qu'est-ce qui pourrait se passer au pire? Alors imaginons un prof qui vous interroge. Sur quoi d'après vous va-t-il porter son attention? Est-ce qu'il va porter plutôt son attention sur votre tenue vestimentaire, sur ce que vous pensez de lui, ou sur votre analyse de la question? Et bien sûr, si vous commencez à vous dire qu'il a une sale tronche, que vous êtes sûr qu'il est là pour vous saquer, que là, ça risque d'être un petit peu dur quand vous allez vouloir répondre. Alors que si vous pensez que c'est un prof qui est là pour vous faire passer les examens, cet examen, ce sésame, et qu'il est là vraiment pour repérer tout ce qui va bien dans vos réponses, pour trouver des points. Et finalement, ça peut changer pas mal de choses. Donc il y a soit des critiques constructives, soit des critiques inutiles. Et ça peut être intéressant de garder les critiques utiles, parce que ce sont celles qui permettent de progresser, par exemple. Et pourquoi pas faire du retour à l'envoyeur quand ce sont des critiques inutiles, qui sont dévalorisantes. Et parce qu'elles appartiennent, ces critiques, à celui qui les dit. Donc que ce soit vos critiques ou celles des autres. Donc inutile de s'encombrer avec du poids inutile. Moi je préfère voyager léger, je ne sais pas pour vous. Donc pour en revenir maintenant à cette 4e vidéo, je me demande comment vous avez fait jusqu'à présent pour savoir tout ce que vous savez. Comment vous avez conceptualisé chaque apprentissage pour que cela vienne s'intégrer dans votre esprit, dans votre cerveau, que vous puissiez les utiliser tous les jours. Par exemple, si je vous parle de l'écriture, comment avez-vous fait pour qu'un mot comme celui-ci, par exemple, soit quelque chose qui soit représenté dans votre esprit? Et pourtant, ça, ce ne sont que des traits qui sont sur un écran, et à partir de ces traits, vous avez représenté des lettres, et ces lettres représentent un mot, ce mot des sons, et c'est parfois transformé également donc, en image interne. Donc cette image peut parfois amener des émotions, et ces émotions sont différentes. Par exemple, cet ensemble de mots ou bien cet autre ensemble de mots, à mon avis, ça ne fait pas naître du tout les mêmes émotions. Donc les neuroscientifiques ont remarqué que plus notre cerveau s'approprie les éléments, les reformule sous forme d'histoire, avec des images, des émotions, plus il retient les informations. En fait, on passe notre temps à se faire des histoires. Et pour cela, les techniques les plus connues sont le mind mapping ou le smashing scope. Il y a aussi Anki, qui est un programme libre qu'on peut télécharger sur Internet pour se faire et réviser des cartes mémoire. Et le plus intéressant pour que ces informations restent en mémoire, c'est de se tester souvent, après chaque nouvel apprentissage.
En effet, hein, on aura beau vous dire comment lasser les chaussures, on ne saura le faire qu'après avoir réellement testé, échoué, recommencé, appris de notre expérience, jusqu'à ce que finalement on arrive à lasser naturellement ces chaussures, jusqu'à ce que ça devienne simple et que le serrage de chaque chaussure soit parfait pour celui qui porte ces chaussures. Donc pour en revenir à ces histoires, bien sûr on aimerait avoir un prof qui nous hypnotise. On aimerait que les histoires qu'il nous raconte soient tellement passionnantes que ça s'imprime tous tout de suite, tout seul dans notre esprit. Et en ce qui me concerne, j'ai eu un prof d'histoire comme ça. C'était juste génial. Il montait sur le bureau et il mimait, il jouait vraiment l'histoire. Dans ses intonations, il mimait le désespoir des soldats, il mimait l'autoritarisme, il mimait l'attitude des généraux et de tous ceux qui ont fait l'histoire, quoi. Et là, vraiment, tout y était. On était tous super enthousiastes d'aller à ces cours. Et même moi qui n'aimais pas du tout l'histoire avant, avec ce prof-là, je trouvais ça vraiment passionnant. Et puis en même temps, on peut se dire que personne ne nous oblige à prendre une voix sans intonation, sans vie pour réviser ou pour apprendre nos cours. Et c'est pas parce que tous les profs ne savent pas ou n'ont pas l'idée d'animer leurs cours qu'on ne peut pas le faire tout seul finalement. Donc par exemple, là je vais vous faire un cours petit, vraiment tout petit sur le stress. Et je sais que tout le monde n'a pas envie de savoir comment son corps se stresse. Mais et là je vais en plus prendre plutôt l'intonation d'un cours magistral. Et pour vérifier ça, je vous propose donc maintenant, comme un cours magistral, donc dans notre corps, il existe 3 systèmes nerveux. Le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique et le système nerveux entérique. Le système sympathique contrôle en grande partie les activités inconscientes telles que le battement des paupières, le battement du cœur, et contrôle également les muscles lisses par l'intermédiaire des nerfs et l'intermédiaire de neurotransmetteurs. Et puis il contrôle également bien d'autres cellules par l'intermédiaire de libération hormonale qui libère des médiateurs. Donc par exemple, on a la noradrénaline, l'adrénaline ou l'acétylcholine, qui sont responsables par exemple de la sudation, la contraction des vaisseaux et bien d'autres choses encore. Suite à la synthèse de l'acétylcholine, il y a la synthèse de cortisol, qui est une hormone qui va se propager partout dans le corps pour donner des informations, pour libérer du sucre et donc de l'énergie. Alors, dit comme ça, ce genre de cours sur le stress, peut-être que c'est pas super passionnant. Mais maintenant, si je vous dis, imaginez, vous êtes dans la nature, il fait beau, le soleil brille, il y a une petite brise, et puis vous sentez les odeurs, vous entendez vos bruits, et vous êtes complètement immergé dans cette nature. Et puis tout d'un coup, derrière un bosquet, vous entendez du bruit, et quelques branches qui commencent à bouger. Et là, le cerveau fait un lien avec un danger potentiel. Et suivant l'imagination, tout va très vite. Vous pouvez imaginer un possible sanglier, voire pire, une maman sanglier avec ses petits. Et là, sans réfléchir, le système nerveux sympathique s'emballe. Il donne tous les signaux qu'il faut, aussi bien aux nerfs pour faire courir très vite les jambes, jusqu'au cœur, pour qu'il batte plus vite, pour qu'il amène plus rapidement du sang là où il le faut. Il donne aussi l'information à toutes les cellules qui vont libérer des hormones comme l'adrénaline ou de cortisol pour qu'elles libèrent elles aussi du sucre, de l'énergie pour faire fonctionner tous ces muscles et s'enfuir au plus vite. Et votre corps, il a bien raison de partir très vite parce que derrière le buisson, en train de sortir, arrive
un écureuil rose à pois vert. Voilà, bon, en continuant ainsi, en se faisant une histoire comme ça, avec des intonations, en s'imaginant tout un tas de choses, vous allez pouvoir vous raconter une histoire avec bien plus d'action. Et avec chaque cours, voilà, et cela s'inscrit peut-être en plus comme quelque chose qui peut vous être utile dans votre histoire de vie. Et ça rend vraiment l'histoire encore plus intéressante. Donc une histoire qui peut être utile, qu'on a déjà vécue, ça peut la rendre encore plus intéressante et on la mémorise encore plus. Et ces histoires, on peut se les faire avec des moyens mémotechniques, comme par exemple l'association avec des choses qui ont du sens pour soi. Par exemple, quand on parle de neurotransmetteurs, en le liant avec les mots, la communication qu'il y a entre les nerfs. Puis là, vous pouvez vous faire une image des petits mots. Et puis, c'est intéressant aussi d'y mettre du mouvement dans ces histoires. Donc, par exemple, quand vous voyez à l'intérieur du corps ces petites substances, vous pouvez leur donner vie, vous pouvez leur donner des couleurs, vous pouvez leur donner des formes, et une façon bien particulière à chacune de bouger. Et vous pouvez aussi utiliser la sexualité pour vous rappeler de certaines choses, parce que c'est un domaine par rapport auquel le cerveau mémorise assez facilement. Bien sûr, il y a l'humour, ça c'est génial. C'est associé de l'humour avec certaines de ces histoires. Par exemple, mettre des yeux, une bouche, au médiateur. Par exemple, vous voyez ce cortisol qui crie attention, attention, on va nous attaquer, fuyons, fuyons, on réfléchira plus tard. Voilà, et plus l'imagination est grande et fertile, et plus la mémoire aura la possibilité de vraiment s'imprimer. Et en plus, le cerveau, ça l'amuse de se créer tout un tas d'histoires comme ça. Les nombres, c'est intéressant aussi pour mettre de l'ordre. Et puis des couleurs vives aussi. Ça permet d'avoir encore plus ça à l'esprit. De classer aussi les séquences. Et puis, il est possible aussi d'exagérer, de faire des déformations. Par exemple, de faire des zooms sur un endroit, il y a quelque chose de global, et hop, petit zoom quelque part pour agrandir cette séquence. Et puis, bien sûr, positiver. Alors, comme technique, on a donc le mind map, et vous pouvez trouver le programme Anki donc gratuitement. Il y a d'autres programmes aussi pour se faire ce genre de cartes. Et puis, vous pouvez trouver des sites sur YouTube qui expliquent vraiment très très bien comment faire ces mind maps. En tous les cas, ça permet de partir de quelque chose de très global pour progressivement aller vers du bien plus spécifique, vers les détails. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu la logique des choses. Alors chez les surdoués, notamment les surdoués qui ont le syndrome d'Asperger, les chiffres, bien souvent ils les associent avec des images. Donc par exemple, un 1, ça peut être un arbre. Le 2, ça peut être un signe. Le 8, par exemple, soit l'infini, le symbole de l'infini, ou soit un trèfle à 4 feuilles, porte-chance. Et comme ça, quand vous allez avoir des dates à retenir, vous pouvez mémoriser un paysage avec, un paysage particulier. Et en général, c'est beaucoup plus simple pour le cerveau de faire ce genre de moyens mémotechniques. Et donc, après avoir écouté le cours, après l'avoir transformé en histoire vivante, et ça crée l'écoute active. Ça crée vraiment de la mémorisation, de la compréhension. Eh bien, il est nécessaire de tester régulièrement, soit en racontant ce que vous avez compris à une tierce personne, soit en le racontant à un doudou, par exemple. En tous les cas, à une peluche ou quelque chose de fictif. Ainsi, vous allez pouvoir savoir si vous arrivez à expliquer les choses, si vous arrivez à les expliquer, si vous les avez en général compris. Et puis, bien sûr, après les tester avec des exercices. Donc,
Et quand vous n'avez pas la réponse, eh bien, continuez à chercher, continuez à explorer les différents points de vue pour peut-être commencer à trouver d'autres idées. Et le pire serait en fait d'aller chercher la réponse. Parce que là, le cerveau, il se dit, oh ben c'est bon, c'est pas la peine de chercher, de toute façon, on va m'amener la réponse. Donc là, pour lui, il se dit, oh, c'est pas la peine de me fatiguer. Et puis si vous recommencez à nouveau, un peu plus tard, à rechercher ça, ben, vous êtes sûr que vous n'allez à nouveau pas le trouver. Alors que si vous laissez un laps de temps, et bien là, la prochaine fois que vous allez rechercher soit ce mot, soit cette façon de faire, et bien vous allez la retrouver. Le cerveau va vraiment l'imprimer, parce qu'il va se dire, ouais c'est bon, la dernière fois elle m'a mis 4 heures à chercher ça, bon là ça y est, j'ai bien compris. Donc, et pour la dernière chose, c'est bien de partir là où on en est. C'est-à-dire de ne pas partir déjà dans des choses trop compliquées. Si on commence trop haut, eh ben, il y a peut-être la possibilité déjà de se mettre en échec. Et c'est beaucoup mieux de partir en situation de réussite. Donc c'est conseillé de commencer par le début, c'est-à-dire au moment où ça avait commencé à coincer, juste avant. Donc pour reprendre l'exemple de ces lacets, eh bien, si l'enfant a des difficultés, par exemple, à en serrer ses boucles, hein, il peut aussi avoir des difficultés pour faire le premier nœud, pour faire le serrage au tout début. Eh bien, à ce moment-là, c'est même pas la peine d'expliquer la longueur idéale des 2 boucles une fois que le lacet est terminé, pour que ce soit joli. Puisque là, il y a besoin d'aller vraiment là où l'enfant en est. Donc je vous souhaite de très très bonnes révisions à tous. Et puis je me demande combien de héros ou combien de méchants vous allez mettre dans vos cours. Enfin je veux dire dans les histoires que vous allez vous raconter bien sûr. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans la 5e et dernière vidéo pour ce qu'on pourrait peut-être appeler comme la cerise sur le gâteau. Merci, au revoir, à bientôt.